Quand nous parlons d'investissement, le couple rendement-risque revient souvent. Le rendement, c'est le niveau de performance que l'on attend sur une classe d'actifs. Sur le risque, on parle de la perte qu'on pourrait avoir sur les capitaux qui sont investis. Générer du 10% de performance sans risque, ça n'existe pas. Plus tu prends du risque, plus tu vas avoir une performance normalement attractive. Un risque notable, c'est le risque de concentration. Il y a ce risque de mimétisme aussi qui peuvent se mettre en place dans la construction de son allocation d'actifs. Trop diversifié, c'est pas non plus le mieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Claire Bernard, responsable d'allocation d'actifs chez Bred Banque Privée. Ensemble, nous allons explorer comment bâtir votre patrimoine en mettant du sens et de la stratégie. Vous ne savez pas comment vous y prendre ou vous êtes déjà engagé dans la réflexion, cet épisode est fait pour vous. Avant de plonger dans le sujet, un mot important. Merci à Bred Banque Privée qui rend cette série possible et accessible gratuitement à toutes celles et ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur avenir financier. Et si ce contenu vous est utile, abonnez-vous. Vous serez informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h. Et rejoignez notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Place à l'épisode du jour. Trouvez l'équilibre entre rendement et risque. Claire, quand nous parlons d'investissement, le couple rendement-risque revient souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie ? Bien sûr, effectivement, c'est bien une formulation qu'on emploie très régulièrement dans le jargon quand on parle d'allocation et de construction de portefeuille. Donc si on prend chaque mot un par un. Rendement, le rendement c'est le niveau de performance de valorisation à la hausse que l'on attend sur une classe d'actifs, sur un support d'investissement. J'ai parlé de valorisation mais également de revenus que l'actif peut générer. Donc c'est le rendement que le placement va générer. Donc sur les actions, on a l'effet valorisation, mais on a également l'effet des dividendes qui a un impact sur le niveau de rendement. Sur les obligations, il y a le niveau de valorisation, mais on ne parle pas de dividendes, mais on parle de coupons pour assurer ses revenus plus régulièrement. D'ailleurs, on a le bon jargon. Exactement. Et donc, face à ce rendement, on parle du rendement / risque. Et donc, sur le risque, on parle de la perte qu'on pourrait avoir sur les capitaux qui sont investis et du niveau de volatilité, on en parlait dans l'épisode 1, donc finalement les mouvements sur une période donnée à la hausse comme à la baisse de fluctuation des actifs financiers dans le portefeuille. Donc ces deux mots, donc rendement et risque, on va regarder le profil rendement et risque de chaque classe d'actifs et en définir une espèce de niveau cible en performance et en risque attendu, donc ou en volatilité la plupart du temps. Donc pour donner peut-être un peu de détails, si on prend les actions, on parle d'un profil rendement-risque assez dynamique avec sur du très long terme, les actions, on s'attend à un niveau de performance aujourd'hui de l'ordre de 7%. Sur du très long terme, dans les 10 prochaines années, c'est ce que les études que l'on voit régulièrement sortir, c'est à peu près ce niveau-là. Avec un niveau de risque qui est assez élevé. Si on parle en termes de volatilité, c'est plutôt des volatilités autour d'une 15%. Et aussi, quand on parle de risque, vous allez sûrement lire, en tant qu'investisseuse dans certains fonds cotés, on est censé vous remettre un document d'information clé. Sur ce document d'information clé qui est remis au moment de l'investissement, il y a une échelle de risque qui est indiquée. Et cette échelle de risque, elle va de 1 à 7. 1 à 7 sur 7, 1 étant le niveau de risque le plus faible, donc typiquement le fonds en euros dans un contrat d'assurance vie est noté 1 sur 7, les fonds monétaires, les dépôts à terme, c'est l'équivalent de 1 sur 7. Entre 2 et 4 sur 7, on est plutôt dans l'univers des obligations. Après, tout dépend le niveau d'obligation dans lesquelles les investisseuses vont pouvoir souscrire. Si on est sur l'univers des obligations très solides, les fameuses obligations investment grade, on est plutôt autour des 2 sur 7. Si par contre, on est dans l'univers des obligations high yield, donc à haut rendement, on est plutôt aux alentours de 3, 4 sur 7. D'accord, donc dans la classe d'actifs dans laquelle j'ai investi, vous me donnez la note
de risque. Oui. À chaque fois. Parce qu'en fait, ce document d'information clé, il est obligatoire quand on est émetteur, on est gérant d'un fonds action ou d'un fonds obligataire, on est obligé de remettre ce document d'information clé. Et c'est demandé par l'AMF. Maintenant, il faut se dire que ce n'est pas figé dans le temps. Donner une note de risque de 3/7 en soi, ça veut plus ou moins rien dire. Malgré tout, c'est vrai que moi j'ai tendance à les mettre en avant dans les propositions d'investissement que je fais à mes clientes parce que ça permet quand même de se positionner. On sait que 3/7, c'est pas 7/7. Oui. Voilà. Et puis de vérifier aussi si c'est en adéquation avec mon profil de risque parce que comme on a établi, première étape, c'était mon profil d'investisseuse où vous me donnez également cette note. Il y a cette note de mon C'est pas un équivalent, c'est pas la même note parce que on va pas noter une personne entre guillemets, un profil, mais on va noter les investissements. Les trois, tu nous avais dit dans des épisodes précédents 3 grands profils. Oui. Donc prudent, équilibré et offensif /dynamique, ouais. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas la note, mais vous avez quand même des tranches de notes. Donc on peut dire de 1 à 3, 4, c'est peut-être ça. Prudent. Oui, je dirais 1 à 3, je dirais prudent. Ouais. Dynamique, arriver à une note moyenne de risque qui est autour de 4, c'est déjà très bien sur l'équilibré. Et sur le dynamique, au-delà de 4 et en allant potentiellement jusqu'à 7/7. 7/7 correspondant aux actifs non cotés, au private equity. Les notes sur les actions, sur les fonds actions ont évolué à la baisse parce que je l'ai vu dernièrement. Donc comme quoi, il y a des évolutions aussi dans les calculs qui sont fait pour pouvoir déterminer cette fameuse note de risque qui s'appelle une note SRI. Et typiquement, pour moi, j'avais en tête que les actions, c'était plutôt de l'ordre de 5. Et là, j'ai des fonds actions qui sont à 4/7. Donc, il y a des évolutions dans le calcul parce que parfois, ils font des formules de probabilité Monte Carlo où, en gros, on va regarder beaucoup de scénarios possibles et ça permet de faire mouliner la machine et hop, on arrive à déterminer cette fameuse note de risque. Comment trouver le bon équilibre pour moi ? Eh bien, cet équilibre entre rendement et risque, il va déceler naturellement de ton allocation d'actifs, tout simplement. Donc, dès lors que tu as rempli toutes les étapes qu'on a exposées plus tôt, à savoir la détermination de ton profil d'investisseuse, à savoir tes attentes en termes d'horizon d'investissement par rapport à tes objectifs de vie et pour être aligné à cela, va découler ton allocation stratégique à toi et donc tes poids par classe d'actifs. Ce qui veut dire que sur chaque classe d'actifs, je suis à peu près capable de te donner la performance que l'on peut attendre. Et ça, on peut y revenir pour donner quelques billes en termes de chiffres à avoir en tête. Et donc, à la fin, c'est une moyenne pondérée de ça. Et j'arrive en te disant... ton allocation serait capable de te faire générer une performance de l'ordre de... imaginons 4% de performance annuelle sur du long terme, avec un niveau de risque moyen de l'ordre de 3/7, là, si on parle en note SRI, et sur un horizon d'investissement de 8 ans. Voilà. Et, mais tout ça n'est que la concrétisation de tout le respect de ces étapes. Et donc, pour revenir sur le rendement risque des classes d'actifs, donc les actions, on a parlé d'environ 7% de performance, niveau de volatilité plutôt élevé. Les obligations, on est plutôt sur un objectif de performance entre 3 et 6% en fonction de la typologie d'obligations auxquelles on s'expose. Obligations investment grade, plutôt 3,5. Les actions, donc tu as dit que c'était risqué, mais rendement forcément plus élevé. Oui. Parce que couple rendement-risque plus... dynamique. Voilà, plus dynamique, c'est le bon terme. Est-ce que les obligations, c'est aussi attractif ? Alors, en termes de performance, on ne va pas aller chercher le même niveau de performance que les actions. On est plutôt autour d'un niveau entre 3% par an et 6%. Alors, quand je dis 6%, c'est quand on se place sur des obligations à haut rendement, assez risquées, parfois sur des marchés émergents qu'on connaît moins, ou parfois on peut aller chercher ce niveau de performance. Et par rapport au degré de risque, en face, la volatilité est beaucoup moins importante sur les marchés obligataires que sur le marché action. Donc, c'est des volatilités qui sont inférieures à 10% la plupart du temps. Donc, on est sur un profil rendement-risque qui, pour moi, reste attractif
si on le compare au taux sans risque de 2%, mais qui n'est vraiment pas similaire à ce qu'on attend des actions. Donc on est vraiment sur deux moteurs de performance et de risque bien distincts, mais qui ensemble et combinés peuvent faire du sens. Parce que sur les actions, on va aller chercher un moteur de création de valeur à long terme, de la performance, et sans trop se poser de questions sur le timing, si ce n'est être capable d'y rester longtemps pour que les fondamentaux s'expriment. Les obligations, c'est plutôt une sorte de stabilisateur dans un portefeuille d'investissement de long terme, parce qu'on a cette visibilité sur les revenus que l'on attend des obligations, puisqu'on connaît à l'avance les coupons que vont générer ces placements, et donc ça assure un certain coussin de revenus réguliers qui vont tomber de manière fréquente dans le temps. Même si les obligations, encore une fois, ne sont pas garanties en capital, donc il y a une prise de risque, mais cette prise de risque, elle est moindre. Et notamment, on le voit dans cette fameuse note SRI, j'y reviens, je disais plutôt 4 ou 5 sur les actions, on est plutôt entre 2 et 4 grand max sur les obligations. Et l'immobilier dans tout ça? Oh, l'immobilier, vaste sujet. C'est vrai que, comme je le disais dans un précédent épisode, c'est moins quelque chose que je regarde. Je ne sais même pas sur les SCPI quel serait le niveau de risque qui est attribué. Si je ne me trompe pas, j'aurais tendance à dire entre 3 et 4 sur 7 en fonction du type de SCPI. Si je regarde les SCPI, parce que tu n'as pas de note de risque comme ça sur un immobilier palpable, un vrai actif immobilier. Oui. Que tu détiens, là, on va faire ce système de notation sur les actifs purement financiers, donc des SCPI. Il n'y a pas de notes sur l'immobilier. Typiquement, tu t'achètes ton appart, il n'y a pas une réglementation, il n'y a pas l'AMF qui va te dire coucou, quelle est la note de risque qui est attribuée. Par contre, c'est le cas sur les SCPI, puisque c'est un investissement financier. Mais je ne le connais pas exactement, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et en termes de rendement sur les SCPI, eh bien, ça dépend aussi d'un point important, c'est les taux d'intérêt, l'évolution des taux d'intérêt qui ont un impact sur les obligations, mais également sur les SCPI. Et donc, en fonction d'un contexte de marché et de niveau de taux en France, en Europe, qui va différer et qui va évoluer dans le temps, je ne vais pas attendre le même rendement sur ces classes d'actifs-là. Donc, les SCPI, aller chercher du 5% de rendement avec l'effet valorisation et loyer, c'est déjà pas mal. Je dirais, et avec un niveau de risque qui se veut plus maîtrisé que sur les actions, mais vis-à-vis des obligations, je le placerais sur un niveau de risque supérieur. En tout cas, supérieur aux obligations investment grade, donc aux obligations plus solides. Oui. Petite pause rapide. Pensez à vous abonner pour la prochaine vidéo de cette série sur l'allocation d'actifs. Rendez-vous pour chaque nouvel épisode les dimanches à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h. Très bien. Oui, donc ce couple rendement-risque est notamment mis en œuvre pour les actifs financiers. Absolument, oui. C'est vraiment quelque chose qui s'apparente vraiment au milieu financier. Donc, si on continue un petit peu sur ces profils rendement-risque, qu'on n'a pas évoqué, mais qui coule de source, c'est sur cette fameuse classe d'actifs liquidité. Forcément, c'est plutôt 2% de performance de long terme que l'on va attendre dans les conditions de marché actuelles et niveau de volatilité qui oscille entre 0% et 2%. Oui, parce que son rôle dans mon portefeuille, c'est vraiment la sécurité. La sécurité, absolument. Donc ça, un profil rendement-risque quand même, parce qu'on est capable de donner un rendement et un niveau de risque en face. Donc c'est le premier. Si on regardait finalement en abscisse et en ordonnée, en abscisse, on regarderait la performance et en ordonnée, le niveau de risque. En tout en bas, à gauche, on verrait les liquidités, ensuite les obligations, un peu plus risqué et plus performant. Ensuite, je dirais pas trop loin, l'immobilier via les SCPI. Ensuite, les actions plus en haut. Et ensuite, encore plus haut, le non-coté. Voilà. C'est bien ce schéma comme ça. Oui, mais il y a un graphique qui est très sympa qui le reprend, qui est assez connu et qui évolue. Parce qu'encore une fois, c'est ce profil rendement-risque qu'on est capable d'allouer aux classes d'actifs va changer en fonction du contexte de marché. Donc, ce sont des graphiques qui sont mis à jour très régulièrement par différentes sociétés de gestion et que j'aime bien regarder et avoir en tête. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là que j'arrive en rendez-vous client à déterminer ces chiffres-là
pour que ça soit un peu palpable, parce que c'est trop facile de dire on va vous construire une allocation d'actifs, mais derrière, je vous dis pas trop ce que ça peut vous rapporter, je vous dis pas trop le risque que vous allez avoir, parce que on se cache un petit peu derrière le fait les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, bien sûr, évidemment, qu'on n'a pas de boule de cristal et que la finance, et en tout cas l'épargne financière, reste un domaine qui est pas scientifique non plus. Il y a beaucoup de psychologie aussi qui rentre en jeu, on l'a dit plus tôt. Malgré tout, je sais que mes clientes ont besoin forcément d'avoir au moins une fourchette de performance à attendre. Sinon, c'est trop difficile de se projeter dans le temps si on n'a pas ce genre d'informations. Oui. Donc voilà, ces fameux profils rendement-risque vont m'aider à déterminer la performance de long terme que l'allocation stratégique qu'on va mettre en place va générer sur le long terme. Très bien. C'est très clair. Merci beaucoup, Claire. Et au-delà des classes d'actifs, de manière générale, quels sont les risques que je dois connaître? Sur les risques liés à l'allocation stratégique, sur la mise en place d'une allocation stratégique, ou les risques liés à chacune des classes d'actifs? Les risques liés à chacune des classes d'actifs, je pense qu'on en a pour longtemps. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, il y a toujours une très belle liste qui est remise dès lors qu'on fait un investissement. C'est normal, ça fait partie de la protection des clientes. Je dirais que, en tout cas, si on regarde l'allocation stratégique, le risque... Vu d'ensemble, étant donné que cette série, c'est plutôt une vision... Bien sûr, chapeau et 360 degrés, tu as raison. Je dirais qu'un risque notable, c'est le risque de concentration qui peut se mettre en place sans s'en rendre compte. Et c'est si on ne se tient pas à son allocation d'actifs et qu'on oublie un petit peu où on va, eh bien, tu vas pouvoir prendre des biais sans t'en rendre compte sur certaines classes d'actifs. Et ça, encore une fois, c'est des risques qui peuvent émaner soit du contexte financier, mais également de risques comportementaux. Et là, on revient là-dessus. Si demain, il y a une copine à toi qui vient te voir et qui te vend les mérites et les atouts d'une solution d'investissement qui a l'air merveilleuse sur le papier, où elle te dit du 10% de rendement avec une garantie totale du capital, alors déjà, c'est faux. Donc là, je me permets de le dire. Vigilance si vous recevez ce genre de recommandations. Il faut creuser parce que générer du 10% de performance sans risque, ça n'existe pas. Voilà, il faut l'avoir en tête. Il y a toujours ce lien. Plus tu prends du risque, plus tu vas avoir une performance normalement attractive. Et inversement, donc ça, faut jamais l'oublier. Mais il y a ce risque de mimétisme aussi qui peuvent se mettre en place dans la construction de son allocation d'actifs et qui vient un peu détériorer tout le cadre qu'on a mis en place historiquement. Non, mais c'est très bien. C'est vraiment les biais comportementaux. Moi, j'ai un très bon exemple. J'avais animé une table ronde lors d'un événement et à la fin de la table ronde, un des spectateurs est venu me voir. Et déjà, bravo à lui parce qu'il a 22 ans et il investit déjà depuis plusieurs années. Et alors, il me dit, est-ce que je peux vous montrer mon portefeuille? J'aimerais bien avoir votre avis. Je dis, bon, bah oui, montre-moi. Et là, déjà, je vois 2 lignes de MSCI World, d'un ETF MSCI World. Je lui ai dit, pourquoi tu as 2 lignes de ce même ETF? Et là, il me répond, oui, parce que j'ai vu tel influenceur en parler et puis j'ai lu aussi ça par ailleurs. J'ai vu qu'un tel avait investi aussi dessus. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Oui. Forcément, les deux ne viennent pas de chez BNP ou BlackRock, ok. Mais bon, voilà, ça reste quand même le TF MSCI World. Et je lui dis, mais là, c'est pas bon. Enfin, t'en gardes une, choisis une des deux, mais t'en gardes qu'une. Absolument. Ben non, mais tu as raison. Je pense que je dis pas que c'est impossible de construire son portefeuille par soi-même, mais ça prend du temps. Et effectivement, il y a à la fin de la journée, c'est du bon sens. Je pense que c'est du bon sens ce que tu dis. Toi, en 2 secondes, tu as pu voir son portefeuille et la première question que tu te poses, et au même titre que n'importe quel sujet, pourquoi tu en as 2 qui font exactement la même chose dans ton portefeuille? C'est une redondance qui n'aura aucun intérêt. Alors, et même pas sur la diversification, j'ai envie de dire, parce que la diversification, elle a aussi un niveau optimal. C'est-à-dire que il y a un moment donné où trop diversifié, c'est pas non plus le mieux.
en termes de profil rendement risque. Il y a une étude super intéressante là-dessus que j'avais lue où effectivement ils avaient regardé une société de gestion en fonction du nombre de lignes qu'ils avaient mis dans le portefeuille sur une classe d'actifs donnée. On voyait l'impact sur la performance et le risque sur le long terme. Et on voyait qu'à partir d'un certain cap qui était atteint, l'effet de la diversification ne marchait plus. Et donc, c'est là aussi, dans les recommandations d'investissement que je fais sur l'allocation stratégique, quand typiquement, il y a une cliente qui est investisseuse depuis longtemps, qui a un gros portefeuille, on fait un travail d'analyse, d'audit de son portefeuille, on fait la photo, on regarde, et souvent, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de cohérence sur les montants qui sont alloués sur une même stratégie, une même solution. Je vais trouver une ligne par exemple à 10 € et puis une autre à 100 €, alors que c'est exactement la même stratégie sous-jacente. Et pour autant, l'intérêt est pour moi difficile à comprendre. Et donc, je demande, mais est-ce qu'il y a une conviction particulière pour que tu mettes 100 sur l'un et uniquement 10 sur l'autre ? Non. Alors, ça veut dire que ce n'est pas optimisé. Donc ça, typiquement, l'objectif aussi de revoir des allocations, c'est essayer d'avoir un portefeuille qui fasse du sens aussi en termes des montants qui sont alloués sur chaque position. Et à l'inverse, il y en a aussi qui ont beaucoup de lignes. Donc typiquement, dans une brique action, si tes lignes ne font pas plus de 1%, à chaque fois, l'intérêt, il va être vachement limité dans le portefeuille puisque ce que t'attends, c'est de la performance forcément là-dessus. Si tu en mets que moins de 1% et que t'as un nombre incalculable de lignes en portefeuille, pour moi, c'est pas optimisé. On appelle ça un petit peu, là, c'est un peu trop de l'épicerie. C'est ce que je dis à mon collègue au bureau. Je dis, là, le portefeuille, c'est de l'épicerie. Il faut qu'on optimise tout ça. On va faire des blocs. Encore une fois, réflexion d'allocation stratégique, on va raisonner plus en bloc. Tu veux combien d'expos aux actions ? Après, à l'intérieur des actions, faut avoir aussi une cohérence sur ces montants-là. Oui, pas une, je mets 10 et l'autre, je mets 100. Voilà, je pense que c'est ça aussi, parce que sinon, il faut que tu sois capable de le justifier, c'est tout. Il peut y avoir aussi une conviction forte. Oui, un secteur d'activité géographique, oui, c'est sûr. Voilà. Là, je prenais 10, 100, ça veut rien dire. Parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, les actions de luxe, un LVMH, déjà t'en achètes une, c'est déjà pas... Absolument. Oui, voilà, il faut être capable de le faire. Donc, je vais peut-être pas te dire d'en acheter 100. Non, mais oui, je vois bien ce que tu veux dire. Très bien. Voilà. C'était un bon point, ça aussi, d'être pas trop extrémiste. Oui, exactement. Très bien. Nous avons fait le tour. Est-ce que tu voulais ajouter un point ? Non, je pense que c'est plutôt pas mal. Parfait. Mais je te propose que dans le prochain épisode, nous parlions d'une façon très simple de se lancer en instaurant une routine d'investissement. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous visionnent. Trop bien. Parfait. Merci Claire. Merci Célia. Merci à vous aussi d'avoir visionné cet épisode. S'il vous a été utile pour prendre en main vos finances, pensez à le partager autour de vous. Un simple partage peut lui aussi provoquer un déclic chez quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, likez, commentez pour que d'autres femmes puissent elles aussi découvrir des explications claires, fiables et accessibles. Ensemble, faisons circuler les clés pour investir en toute confiance et avancer vers plus d'indépendance financière. Abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi 17h et mercredi 17h. Pour poursuivre les échanges, se soutenir et partager nos expériences, rejoignez notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Et enfin, un immense merci à Bread, banque privée, partenaire de cette série, qui rend possible la diffusion gratuite de ce programme et soutient notre mission, permettre à chacune de reprendre le contrôle de son avenir financier à son rythme et en confiance. À très bientôt pour un nouvel épisode.